Une vie, une œuvre, Chuang Tzu, le geste et la parole. S'asseoir et oublier. Il y a un terme chinois qui dit bien ce que ça veut dire. Zuo, s'asseoir, et Wang, oublier. C'est-à-dire se perdre en fait dans, non pas ses pensées, mais dans l'absence de pensée. Justement pour que l'esprit soit vide. Il y a cet amour du vide chez les taoïstes, et en particulier du vide de l'esprit chez Zhuangzi. Il y a une sorte d'humour, de dérision et puis de subversion totale. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'il dit exactement, parce que sans arrêt, il se moque de ce qu'il dit. Ça crée une espèce de... Il y a un aspect aussi chez Zhuangzi, comme il sait, parce que c'est un monde baroque. Il y a plein de monstres. C'est une nature qui est proliférante, avec plein d'animaux, de monstres, de chimères. Chuang Tzu lui-même n'aurait-il été qu'un rêve de papillon? Dans l'indéterminé des textes qui nous parviennent de l'Antiquité chinoise, rien n'est établi avec certitude. Ni les 33 chapitres qui demeurent sur les 52 initialement attribués à Chuang Tzu, ni l'époque à laquelle il aurait vécu, la seconde moitié du IVe siècle avant notre ère, ni même si l'œuvre elle-même, dénommée le Chuang Tzu, ne serait pas le fruit d'une écriture collective. D'un état de conscience à l'autre, du sommeil au rêve, à l'éveil, à l'art de la présence aux choses, à l'art de l'attention du geste, Chuang Tzu nous invite à faire un pas de côté, nous dévoilant un ailleurs inconscient. Il vole très haut, dans l'inutile. Dans le vertige d'une perception d'un soi discontinu, le sujet se dissout, se confond avec la totalité, cédant la place au vide, au non-être, questionnant sans donner de réponse et abolissant le sens de la question, ouvrant à l'infini tous les possibles. Celui de voir en Chuang Tzu le second sage fondateur du taoïsme après Lao Tzu ou non, ou dans la lignée de Confucius, toute de critique et de respect mêlés, celui de lire un texte à la ferveur quasi religieuse, immanence et transcendance à la fois, dont certaines traductions par trop chrétiennes forcent le trait, ou bien une pensée philosophique toute proche de nous qu'il est permis de s'approprier par empathie pour rire avec Chuang Tzu des paradoxes du monde à défaut de les comprendre. Jean-François Billetter. Ce que j'ai souligné, c'est pas l'interprétation traditionnelle chinoise qu'on retrouve implicite dans les traductions en langues occidentales, c'est que Zhuangzi est un philosophe et qu'il a une philosophie, et que les différentes parties de son œuvre sont différentes facettes de cette philosophie une et unique. Et c'est ça que je remets en question. Je pense qu'il a décrit beaucoup de choses différentes, par différents moyens, et c'est ce qui me permet à moi de le prendre pièce par pièce. C'est qu'il y a d'abord une très grande curiosité. Il y a une formidable curiosité à l'égard des aspects les plus divers de l'expérience qu'on peut avoir de la vie. Alors maintenant, ces différentes expériences décrites, peut-on en tirer, je ne sais pas, un édifice logique? Moi, je crois que je répondrai d'abord par non, parce que il me semble que Zhuangzi est très attentif au changement de régime de notre activité. C'est-à-dire que tantôt nous sommes observateurs, tantôt nous ne le sommes plus, tantôt nous veillons, tantôt nous dormons sans rêve ou avec rêve, nous sommes paresseux ou au contraire dans un régime d'activité extraordinairement intégré et dégageant des effets de puissance étonnants. Donc le discontinu dans l'œuvre de Zhuangzi, elle est l'expression adéquate d'une discontinuité dans notre expérience. On se demande un petit peu si il n'existe pas autant de formes de taoïsme que de gens pour en parler. Cyril Javary. Le mot Tao en chinois est un mot banal, trivial. Et c'est bien pour ça que les taoïstes l'ont choisi, pour exprimer l'ineffable. Cela dit, étant donné qu'il s'agit d'un couplage personnel
entre un individu et une vibration, effectivement, ça peut prendre des formes très différentes selon les gens. Néanmoins, il faut quand même distinguer, je crois, deux niveaux bien différents. Ce qu'on pourrait appeler le taoïsme des lettrés, d'un côté, et le taoïsme populaire, de l'autre. Le taoïsme des lettrés, c'est cette réflexion philosophique centrée autour des textes du Tao Te Ching, du Chuang-Tzu et de tous leurs continuateurs. Et ça n'a qu'un rapport de cousinage lointain avec le taoïsme populaire. Le taoïsme populaire, lui, il est la forme qu'a pris en Chine une tradition beaucoup plus ancienne, que l'on peut résumer en parlant d'un chamanisme néolithique, d'un animisme assez généralisé. Il est la forme qu'a pris en Chine le chamanisme, on va dire pour faire vite, sibérien. Ce qu'on appelle des prêtres taoïstes par facilité, par concordance simpliste, étaient à l'origine des chamans, c'est-à-dire des gens, des paysans parmi les autres, mais qui avaient une perception plus fine de l'invisible, ceux que dans nos sociétés on appelait les rebouteux, les guérisseurs, les sourciers, les sorciers, tous ces gens-là qui sont un peu à part, qui ont des pouvoirs un peu étranges, mais qui soignent les maux du cœur, du corps et de l'esprit. Et ces gens-là ne se distinguaient pas des autres par un quelconque costume. Ce n'est que vers le 8e siècle de notre ère, 7-8e siècle de notre ère, devant la concurrence des bouddhistes, que les taoïstes ont décidé de lutter contre l'ennemi avec ses propres armes, c'est-à-dire de s'organiser en église, de se mettre des chasubles, des robes reconnaissables, de faire des cérémonies, de façon à faire revenir vers eux la clientèle des paysans qui allaient acheter des ex-voto bouddhistes plutôt que des ex-voto taoïstes. Mais même en s'organisant donc sous forme de ce que nous appelons Église, qui peut donner à penser que c'est une religion, même cela, eh bien, les chamans resteront et restent toujours une réalité quotidienne des campagnes chinoises. Et s'il peut rester si vivace en Chine, c'est parce que, par rapport à toutes les grandes cultures nées en Eurasie, la culture chinoise a une particularité, c'est que c'est la seule qui ne soit pas née de migration. Les Chinois sont un peuple sédentaire. Les Chinois sont les seuls qui habitent depuis toujours le pays où ils habitent. Et quand vous cultivez le même lopin de terre pendant 10 000 ans, ça crée des liens. Et Élie Faure, quand il parle de la Chine dans son histoire générale de l'art, avec ce style très caractéristique des années 1900, dit du paysan chinois qu'il entend le murmure des germes qui poussent sous la terre. C'est évidemment une image, mais elle décrit bien la profondeur du rapport que les paysans chinois entretiennent avec l'invisible. Ce rapport avec l'invisible, c'est le fondement de l'animisme, c'est le fondement du chamanisme, et à partir de là, ça va devenir le fondement culturel du taoïsme, et ça imprègne tellement l'âme chinoise que, avant de s'appeler Zhongguo, le pays qui est au centre du monde, la Chine s'appelait elle-même Shenzhou, c'est-à-dire le continent des esprits. Et c'est de ce terreau-là qu'est né le taoïsme populaire, qui perdure jusqu'à maintenant, et qui se mêle et quelquefois s'entremêle avec le taoïsme littéraire ou le taoïsme lettré, s'appuyant sur les textes de Lao Tzu et de Chuang-Tzu. L'honnête
contribuable et sa florissante famille se sont certainement égayés maintes fois du front en forme de dôme du philosophe. S'ils avaient réellement su qui il était, ils trembleraient. Car Chuang Tzu passa sa vie à prêcher la grande religion de l'inaction et à faire remarquer l'inutilité de toutes les choses utiles. Ne fais rien et tout se fera. Telle était la doctrine que lui légua son grand maître Lao Tzu. Résoudre l'action en pensée et la pensée en abstraction. Tel était son but criminel et transcendant. Il est évident que tout cela est excessivement dangereux. Mais nous devons nous souvenir que Chuang Tzu vivait il y a plus de 2000 ans et qu'il n'eut jamais l'occasion de voir notre incomparable civilisation. Et pourtant, il pourrait se faire que s'il revenait sur Terre et qu'il nous rendit visite, il sourirait peut-être de certaines de nos ardeurs philanthropiques. Il hocherait la tête devant un grand nombre de nos institutions de bienfaisance. Il serait étonné de nos idéaux et pris de mélancolie à voir ce que nous avons réalisé. Peut-être vaut-il mieux que Chuang Tzu ne puisse pas revenir ici-bas. Oscar Wilde, un sage chinois. Jean Lévy, vous avez écrit un ouvrage intitulé « Propos intempestifs sur le Zhuangzi » et vous nous proposez une lecture en fait notamment du mythe cosmique tel qu'il est vu par Zhuangzi. Oui, alors d'abord il faudrait peut-être expliquer un peu le titre, je pense. Pourquoi des propos intempestifs? Qu'est-ce qu'ils ont d'intempestif? En fait, je pense qu'ils sont intempestifs dans la mesure où ils sont très actuels. C'est-à-dire que on étudie d'habitude un philosophe ancien, puisque Zhuangzi est un philosophe chinois du IVe siècle avant notre ère, en essayant de prendre l'auteur et de le resituer dans une perspective historique. Or, ce que j'essaye de faire, moi, c'est un peu le contraire. C'est de considérer que Zhuangzi est un philosophe de notre temps et à travers Zhuangzi de parler des problèmes de notre temps. En ce sens, ce sont des propos intempestifs puisqu'ils sont en dehors du temps de Zhuangzi et d'une certaine façon, ils font une certaine violence à un texte qui est tout de même très ancien. Alors, en ce sens, c'est intempestif. Alors, cette intempestivité, j'ai voulu l'aborder à travers un mythe, qui est un mythe très curieux, très simple, presque une histoire, disons, banale et sans intérêt, quelque chose de tout à fait trivial, puisque c'est simplement trois compères, il y a Shu, puis il y a Ru, et puis au milieu il y a Hundun, et le Shu, je crois, est le roi de la mer du Nord, Ru est le roi de la mer du Sud, et au milieu, il y a Hundun, dont le nom signifie chaos. Et le chaos reçoit très bien Shu et Ru dans son royaume. Et ces deux compères décident, à un moment donné, de remercier Chaos, donc Hundun, pour son hospitalité. Alors, ils se concertent et ils disent, voilà, Chaos, le pauvre, n'a ni yeux, ni bouche, ni nez, il n'a aucun orifice, et il n'a pas visage, ni figure humaine, et donc nous allons lui percer des orifices pour qu'il soit comme tout le monde. 南海之地为疏，北海之地为呼，中央之地为混沌。疏于呼实相与，欲混沌之地。混沌待之甚善。lui perce un orifice par jour, et au bout de 7 jours, Chaos est mort. Alors donc, ça finit comme ça. Alors c'est une histoire qui est un peu, moi je le comparais un peu à ces histoires de pince-mie et pince-moi, enfin ces blagues un peu stupides que l'on vous raconte quand on est enfant. Et en même temps, dans cette histoire, il y a plein d'implications. Alors il y a des implications mythiques, il y a des implications aussi sur ce qu'est la psyché, sur une certaine façon de voir le fonctionnement de la conscience, et puis il y a aussi une dimension politique. Alors peut-être qu'on peut passer en revue
rapidement quelques-uns de ces niveaux de lecture, enfin de ces implications. Alors c'est un mythe cosmogonique, parce qu'en fait Chaos n'est rien d'autre que l'univers avant qu'il soit constitué, et quand on l'ouvre, on obtient le monde tel qu'il est, c'est-à-dire avec un haut et un bas, droite et une gauche. Donc ce n'est rien d'autre que le passage du magma originel à l'univers organisé que nous connaissons. Mais en même temps, on peut voir aussi dans le mythe de Chaos l'organisation et la structuration de la conscience quand l'enfant a une représentation en quelque sorte indistincte et chaotique du monde, et peu à peu, avec l'éducation qu'il reçoit et surtout le langage, il commence à organiser un monde qui est en fait totalement indistinct en une série de concepts ou d'images qui sont des images distinctes, séparées et organisées. Donc il structure un monde qui n'est pas logique dans une certaine forme de logique. C'est la deuxième niveau. C'est en quelque sorte une dimension épistémologique. Et puis il y a une dimension politique. C'est une critique de la bonté et de ce que l'on appelle les rapports humains. C'est-à-dire que pour Zhuangzi, l'idée que les échanges de bons procédés et cette idée d'une forme de bienveillance à l'égard de l'autre dans une société organisée ne peut que déboucher sur le meurtre et la catastrophe. Donc voilà, en quelque sorte, les trois lectures que l'on peut faire du mythe de Chaos. Ce qui est intéressant, disons, c'est que pour Zhuangzi, le politique, le cosmologique, et puis on peut dire aussi la critique des formes intentionnelles de la conscience sont entièrement solidaires. Ça découle l'un de l'autre. C'est parce que nous avons une vision séparée du monde, parce que nous considérons qu'il y a un tien et un moi, qu'il y a aussi un extérieur et un intérieur, et parce que nous avons tendance à, en quelque sorte, fragmenter. Nous avons une intelligence, comme bon, en ce sens, il est proche de Bergson, c'est-à-dire que nous créons à l'intérieur d'un univers continu des entités discontinues. Et à partir de ce moment-là, on est dans un univers du fragmenté et on vit dans un monde où naît le conflit. Et alors Jean Lévy, vous faites aussi une lecture de ce mythe de manière individuelle, c'est-à-dire qu'avec la création de ces organes de perception pour rendre service, n'est-ce pas, il y a effectivement ce va-et-vient entre l'intériorité et l'extériorité. Oui, c'est cela, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on pose, la conscience en quelque sorte s'ouvre sur le monde, ce monde on veut en bénéficier, en jouir. Alors d'une part on se perd dans les objets, et donc on veut les posséder, et on est aliéné par les choses. Donc il y a une théorie de l'aliénation chez Zhuangzi, c'est-à-dire que on crée des objets en tant que ce sont des objets de désir. À partir du moment où il y a désir, il y a volonté d'acquérir, il y a travail. Quand il y a travail, il y a fatigue, et à ce moment-là, on tombe dans le monde aussi de l'aliénation. Donc on est aliéné par le monde que l'on a créé soi-même. Donc la conscience, pour rester en quelque sorte libre, doit être toujours tournée vers l'intérieur et non pas vers l'extérieur. Donc il y a cette dimension effectivement individuelle et très particulière, je pense, d'un retour sur le soi, ou d'une fusion entre le soi et l'extériorité. Lietze conclut qu'il n'avait encore rien appris. Il rentra chez lui et ne sortit plus pendant 3 ans. Il remplaça sa femme à la cuisine, il nourrit les cochons comme si c'eussent été des hommes et remplit indifféremment toutes les tâches ménagères. Il cessa de ciseler et de polir pour retourner à la simplicité première, reposant en lui-même comme une motte de terre, se maintenant scellé au milieu de l'agitation, et resta uni de la sorte
jusqu'à la fin de ses jours. Et on dirait vraiment que toutes ces fables sont justement soutenues par ce concept de totalité ou d'unité. Enfin, je ne sais pas quelle est la meilleure traduction. Rémi Mathieu. Les deux, puisque il n'y a pas de différence majeure dans le texte chinois entre unité et totalité. Hein, c'est le mot yi, qui signifie à la fois l'un, l'unité, faire un, ne faire qu'un avec. Hein, ce sont des expressions qui sont récurrentes dans les textes taoïstes. Je fais un avec l'ensemble des êtres, ce qu'on appelle en chinois les 10 000 êtres, c'est-à-dire l'ensemble des choses du monde vivant. On fait un avec le tout, dans la mesure où l'on fait partie de ce tout. C'est d'ailleurs une des critiques que Zhuangzi fait aux intellectuels, entre autres aux confucianistes, mais pas seulement, à savoir que ils ont tendance à discerner, à distinguer, donc à couper, à trancher dans le tout. Zhuangzi se plaît à rapporter dans les nombreux apologues qui constituent son œuvre toutes ces tentatives ou toutes les tentatives de ses disciples, de ses compagnons, pour arriver à rejoindre l'un et pour critiquer aussi, plus ou moins sévèrement, ceux qui, tels Confucius ou tels d'autres, ce qu'on appelle les dialecticiens, ceux qui jouent avec la langue chinoise, qui visent à distinguer, à discerner les choses, à les disséquer, ce qui le révulse profondément. Donc il y a toujours chez lui cette aspiration à rejoindre l'unité, en particulier lorsqu'il dit que la vie et la mort c'est la même chose. Et puis surtout ce très beau, ce magnifique chapitre, le chapitre 2 de son œuvre, toutes choses sont égales, où il dit que les contradictions ne sont jamais que des parties de l'unité. C'est-à-dire que ce sont des contradictions dans le langage et non pas dans la réalité. Et il prend l'exemple qui est le plus parlant pour nous, non seulement pour les anciens Chinois, mais pour les occidentaux contemporains, je crois pour tout homme, l'unité de la vie et de la mort, c'est-à-dire que la vie n'est jamais que la continuité de la mort, laquelle n'est jamais que la suite qui va amener à une nouvelle mort, laquelle va ainsi de suite générer une nouvelle vie, dans la conception cyclique que les Chinois avaient du temps. Chez Zhuangzi, il y a une vie incroyable au niveau du langage, au niveau de l'expression, au niveau de cette richesse du vocabulaire qui fait le charme de cette œuvre et de cet homme. Parler, ça veut déjà dire tuer le silence et forcément se dédoubler. C'est-à-dire on ne peut pas parler et être dans ce qu'on dit, en fait. Oui, alors, à mon avis, chez Zhuangzi, le rapport est très compliqué entre la langue et Zhuangzi, parce qu'à la fois, bon, il y a un refus de la parole telle qu'elle se pratique, dans la mesure où elle est l'expression par excellence de la conscience séparée, dans la mesure où le langage n'est rien d'autre que d'établir des catégories et de distinguer des objets à l'intérieur d'un réel qui ne possède aucun objet, qui est tout totalement confus et lisse, je dirais pas homogène, mais en tous les cas où il n'existe pas de distinction. Donc le langage est quelque chose qui sépare. Et en séparant, il discrimine. Et donc cette pensée discriminatrice est ce qui entraîne, disons, toute une perception fausse du monde. Donc en ce sens, le langage est un instrument de connaissance qui est totalement inadéquat et mauvais. Mais en même temps, Zhuangzi utilise le langage, mais il voudrait retourner le langage contre lui-même. C'est-à-dire trouver un langage qui n'aurait pas
en quelque sorte les désavantages du langage et serait en quelque sorte l'expression de la confusion. C'est pour ça qu'il a inventé une langue très particulière. Zhuangzi a un style et une langue qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer comme richesse, comme c'est un langage totalement baroque et très obscur. C'est-à-dire que personne ne peut se vanter ou comprendre Zhuangzi. Il reste hermétique. Il y a toujours quelque chose qui excède la compréhension. Tu dissipes ton esprit, tu exténues ton essence, tu gémis appuyé sur ton accoudoir, et tu finis par tomber endormi sur la table de bois précieux. Le corps que la nature t'a donné, tu l'uses à disputer du dur et du blanc. Le Chuang-Tzu interroge en fait la question du langage et vous, Soon-Gi Kim, vous avez publié un ouvrage intitulé « Montagne, c'est la mer » où vous lancez des ponts entre la pensée de Wittgenstein et celle de Chuang-Tzu. Oui, c'est une sorte de pont si vous voulez et j'ai fait une sorte de parallélisme de deux penseurs et dont leur recherche repose notamment sur la question philosophique repose sur la question du langage et le sens. Et d'où le point commun, sinon une ère de famille d'une certaine façon, utilisant le terme de Wittgenstein. Alors quels sont les points particulièrement qui vous ont intéressé dans ce travail? Plusieurs niveaux. D'abord, comme je vous dis, qu'il y a une recherche de la simplicité et du bonheur. En simplicité en tant que matière de travail et en tant qu'outil de travail également. Leurs textes sont extrêmement simples, d'une façon dérisoire, mais d'une complexité extraordinaire. Qu'en lisant, de plus en plus, j'aperçois la difficulté de découvrir d'autres paragraphes, le champ de signification. D'autre part, la question de sens. Selon Wittgenstein, le sens, on se préoccupe de la question de sens, et quand on n'arrive pas à régler la question de sens, on se préoccupe de la question de l'usage. La question de l'usage et le sens. Justement, ce sont deux niveaux de concepts qu'ils côtoient constamment à travers leurs textes, il me semble. Et chez les Chinois, dont la question du langage étant complètement différente et en contexte différent, la question du sens n'est pas en opposition avec le langage. Mais par contre, le véritable sens, c'est comme le Tao, qui est innommable, infiniment grand et fluctuant, insaisissable, innommable précisément. Et le sens, pour arriver à faire sonner le sens, il faut que le mot soit suffisamment concise. Le terme le plus concis, si vous voulez, offre un sens infiniment grand. Y a-t-il avantage à remplacer une photographie floue par une qui soit nette? L'image floue n'est-elle pas souvent ce dont nous avons précisément besoin? On peut se demander alors si le moyen le plus sûr pour se faire comprendre ne serait pas de parler chinois. Soon-Gi Kim, Montagne, c'est la mer. Pas besoin de poncer des lunettes pour mieux voir, pour mieux éclaircir la vue, pour mieux éclairer les points de vue ou pour mieux éclairer l'esprit. Pas d'idée, ni d'image, ni de perception éclaircissante, ni de vision éclairante. Pas de vision ni de visible, mais de l'invisible. L'invisible n'est ni dedans, ni dehors, ni l'au-delà, ni l'en deçà, mais dans les pas. Pas de vue, pas de vie, pas de son, pas de geste. Soon-Gi Kim, Nuages paresseux.
D'où il y a 3 niveaux de paroles chez Zhongzhou, par exemple. Il y a la parole pesant, lourde, traduisant le terme à terme, et que je dirais, dire les anciens. C'est-à-dire quand les anciens disent quelque chose de juste. Et le deuxième niveau de parole, c'est c'est ce que j'ai traduit, le dire les idiots, dire les stupides. C'est-à-dire que parole qui sonne, qui fait venir le sens à travers un autre contexte que celui-là. C'est-à-dire allant très loin, on répond, qu'il y a la phrase qui répond comme si on touche l'autre côté de ce contexte dont il s'agit, le mot. Et troisième niveau de parole, c'est la parole fluctuante, ce que j'appelle dire la nature des choses. C'est-à-dire que comme le cours de la vie, le mouvement de la vie, qui change, qui se transforme, qui est infiniment ouvert. Et la parole doit être infiniment changeante, ouvert, fluctuant et confuse d'une certaine façon, qui va très loin. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'on peut étudier le texte de Zhongzhou, c'est ce que j'ai trouvé. Et précisément chez Wittgenstein, les mots, le langage, le principal travail de la recherche Wittgenstein étant la recherche sur le langage, non seulement il a travaillé sur le langage, mais aussi allant très loin, il va, dans sa seconde période, travailler sur la question de sens et le non-sens à travers la notion de l'aire de famille, sur le langage, et langage second, c'est ce qu'on appelle. Là, je crois qu'il travaille autour de la notion de ineffable, impossible de dire, ce dont on ne peut pas dire, il faut se taire. C'est le dernier paragraphe, aphorisme de Tractatus. Mais je trouve déjà, dans la première période, il s'était beaucoup préoccupé sur cette dimension de l'autre côté du langage, ce dont on peut dire, et qu'il a beaucoup développé dans sa seconde partie. Il y a beaucoup de correspondances ici. Par exemple, cette notion du flou et du net. Exactement. Le flou, c'est un contour flou. Le langage, il y a le contour flou. Je dirais, c'est comme le paysage. La grande parole d'un sage n'a pas de limite. Est fluctuant, on va tellement loin, n'a pas de limite. C'est flou, c'est comme le paysage. Si vous voulez, le vide ou le flou dans la peinture, par exemple, n'est pas l'intervalle. C'est pas un lien qui permet de relier les éléments, mais qui permet d'affuir, qui permet de partir infiniment là où il n'y a pas de limite. Il dit, il y a Charon qui explique à son prince que le geste qu'il utilise pour tailler sa roue n'est pas exprimable par les moyens du langage. Simplement, là, il fait une remarque de bon sens. C'est un fait. Un geste que vous faites, par exemple, si je vous demande de me décrire par le langage ce que vous faites exactement lorsque vous versez de l'eau dans un verre, vous aurez bien la peine. C'est de nouveau, il nous rend attentifs au fait que les gestes qui sont le substrat dynamique de notre activité en permanence, sont des choses que nous ne pouvons pas décrire. Décrivez-moi un coup de marteau de telle façon, si je n'ai jamais vu un marteau. Et je vous donne uniquement les moyens du langage pour me décrire comment on enfonce un clou dans une planche avec un marteau. Vous serez devant une difficulté que Zhuangzi relève, et relève avec raison. Alors surtout, ne voyons pas là-dedans de l'indicible, une vérité qui serait inaccessible au langage. Enfin, elle l'est en un sens, mais elle l'est objectivement. Il n'y a pas de mystère là-dedans. C'est que quand on parle, on ne perçoit pas. Donc la question, c'est de savoir si le verbe chinois zhi sera traduit par savoir ou par percevoir. C'est là la question. Je traduis par percevoir, pour des raisons que je donne. Et j'obtiens donc, quand on perçoit, on ne parle pas, quand on parle, on ne perçoit pas. Et alors là, je cite Wittgenstein, je cite Paul Valéry, je crois, si je me souviens bien, il s'agit de nouveau d'une observation que l'on peut faire, et quelque chose que l'expérience ensuite confirme, c'est que lorsque je vous parle, le centre de mon attention, je le consacre à organiser le discours, et je ne peux pas, à ce moment-là, en même temps, avoir une perception ouverte de ce qui m'entoure.
Ou disons, je ne peux pas en même temps concentrer mon attention sur un travail de perception. Inversement, si je veux percevoir, par exemple, jouir d'un paysage et approfondir la perception que j'ai du paysage, je vais me taire. Ce sont de nouveau des questions de régime de l'activité qui sont compatibles ou qui ne le sont pas. Le cuisinier posa son couteau et répondit « Ce qui intéresse votre serviteur, c'est le fonctionnement des choses, non la simple technique. Quand j'ai commencé à pratiquer mon métier, je voyais tout le bœuf devant moi. 3 ans plus tard, je n'en voyais plus que des parties. Aujourd'hui, je le trouve par esprit sans plus le voir de mes yeux. Mes sens n'interviennent plus. Mon esprit agit comme il l'entend et suit de lui-même les linéaments du bœuf. Lorsque ma lame tranche et disjoint, elle suit les failles et les fentes qui s'offrent à elle. Elle ne touche ni aux veines, ni aux tendons, ni à l'enveloppe des os, ni bien sûr à l'os lui-même. Quand je rencontre une articulation, je repère le point difficile, je le fixe du regard et, agissant avec une prudence extrême, lentement, je découpe. Sous l'action délicate de la lame, les parties se séparent avec un huo léger, comme celui d'un peu de terre que l'on pose sur le sol. Mon couteau à la main, je me redresse, je regarde autour de moi, amusé et satisfait, et après avoir nettoyé la lame, je la remets dans le fourreau. Des constantes dans les fables que nous présente Zhuangzi, c'est la présence d'artisans et de leur mode de vie au quotidien, et il présente une certaine forme d'intelligence du geste qui ne passerait pas par l'intellect. Oui, alors ça, c'est Jean-François Wilter a beaucoup insisté sur cet aspect, à savoir que c'est ce qu'il appelle le corps propre, pas opposé au corps-objet. Qui est le corps propre, c'est-à-dire que le corps n'est pas une sorte de machine comme l'imagine Descartes, avec l'âme qui vient se greffer dessus. C'est que le corps est en quelque sorte un faisceau de potentialité, de force, et aussi il y a une intelligence du corps. Et c'est cette intelligence du corps qui est à l'œuvre dans le geste de l'artisan. Et cette intelligence du corps est peut-être plus intelligente en quelque sorte que l'intelligence intentionnelle qu'on a développée, qui est celle de la science et celle de la réflexion. Pour Zhuangzi, en réalité, il faut retourner à cette forme, en quelque sorte, de conscience inconsciente. C'est-à-dire, vous parlez en fait aussi de cet instinct qui serait une sorte de retour, alors d'une part soit vers l'animal, soit vers le bébé, soit vers le vieillard mort, en quelque sorte. Oui, c'est cela. C'est-à-dire que c'est un retour tout de même vers des formes de conscience qui sont absolument, qui n'ont pas été favorisées par l'éducation que nous recevons, par l'éducation sociale. Et c'est un peu de l'ordre de l'instinct, mais un instinct qui serait sublimé, dans la mesure où l'instinct s'applique toujours à un objet particulier. Il y a là d'ailleurs, derrière tout ça, une critique non seulement de la connaissance intellectuelle, mais aussi de la connaissance livresque. C'est-à-dire, là aussi, paradoxe. C'est un homme qui écrit ou fait écrire un livre pour critiquer la connaissance livresque et la connaissance intellectuelle, qui rédige, qui argumente, donc qui a une logique, qui énonce, pour critiquer certaines formes de logique. Donc, ça semble paradoxal, là aussi, ça l'est qu'à moitié. C'est-à-dire qu'il y a plutôt une défiance vis-à-vis de la logique qu'une critique systématique. Même chose pour le langage. Mais il y a surtout chez lui
une idée de la connaissance qui est basée non pas sur la réflexion, en tout cas loin de là d'en faire une exclusivité, on vient de le voir, mais sur la pratique, sur l'expérience. Et vous notez que dans beaucoup de ces dialogues, si ce n'est dans tous ces dialogues, la même forme est adoptée. C'est-à-dire, d'une part, dans un premier temps, le philosophe, ou un philosophe, un penseur, un Candide, pose une question à quelqu'un qui est supposé savoir quelque chose sur quelque chose. Et c'est généralement un artisan. C'est un charron, c'est un forgeron, c'est un archer, c'est un boucher, c'est un pêcheur, etc. Bref, c'est quelqu'un qui a un savoir pratique basé sur une expérience. Donc, cet homme a un savoir. Et s'il l'interroge, c'est parce qu'il espère que ce savoir est communicable. Et il dit, vous devez apprendre par l'esprit, mais mieux encore par le souffle. Alors, ça nous pose plus de questions que ça n'apporte de réponses. Qu'est-ce que c'est que communiquer par le souffle? C'est un vaste mystère auquel ont été confrontés bien des commentateurs, en tout cas qui laisse une porte ouverte, et que tous ces dialogues, en tout cas, me paraissent éclairés d'une certaine façon. C'est un artiste pour moi, Changju. C'est un véritable poète. C'est justement au niveau de la philosophie poétique que les deux auteurs m'intéressent tant, aussi bien Changju et Wittgenstein. Il est arrivé, justement, il a mis à la hauteur de la poésie de la philosophie esthétique. Et chez Changju, vous avez parlé l'exemple de chez le boucher, et il y a un exemple qui est très joli aussi, que je venais de rappeler, c'est l'empereur rouge. Il voyagea vers le pays du Nord. En revenant au pays du Sud, où se trouve sa maison, et il n'a pas retrouvé le perle transparent. Et il a demandé à l'intelligence de la chercher, ne trouva pas. Il a redemandé à la connaissance de la rechercher, ne la trouve toujours pas. Enfin, il a demandé à ce que je traduirais sans forme, image oubliée. Shan Wang. Il a demandé à l'image oubliée, sans forme. Enfin, il l'a retrouvée. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que la rencontre, c'est ce qu'on appelle OUA, rencontre avec la chose. Rencontre avec la chose, métamorphosée dans les choses. Cela signifie une rencontre, une indifférenciation. Il y a une confusion entre la chose et soi-même. C'est cet espace, c'est ce temps, ce lieu qui est infiniment ouvert et qui est l'essence même, si j'oserais dire, de l'art et la création. Et j'ai prononcé le terme de l'essence, mais c'est très difficile de prononcer des termes comme essence ou le fondement, parce que ça implique immédiatement une réflexion très profonde de la philosophie de fondement occidental. Mais je dirais le fondement sans noyau, dans ce sens-là. Oui, c'est un véritable créateur. Vous savez, la langue chinoise est, dès le départ, imagée. C'est le pictogramme, c'est l'idéogramme dont on part avec l'image. Donc, pour arriver à atteindre la chose, puisque le mot même est composé par l'image, il n'y a aucune opposition avec, en réalité, enfin, comme si dans la langue occidentale, alphabétique, il n'y a pas de opposition de double articulation de contenu. Contenant signifie, par exemple. Et que, voulant désigner, voulant indiquer, non pas représenter la chose, mais voulant désigner le sens,
il faut que le mot aille très très loin, jusqu'à Wang An, par exemple, la parole des fous. Touche très bien. La parole de fou a toujours été conçue comme une parole de poète qui dit justement le non-dire. Dire, impossible de dire. Dire le flou, au sein du flou. Quand un homme ivre tombe d'un char, il n'en meurt pas, même quand le char roule vite. Il a les mêmes os et les mêmes articulations que les autres gens, mais il ne se blesse pas, parce que sa force agissante est entière. Il ne savait plus qu'il voyageait en char. Il ne s'est pas rendu compte qu'il tombait. Ni mort, ni vie, ni surprise, ni peur ne pénètrent en lui, de sorte qu'il peut heurter n'importe quoi sans éprouver de frayeur. Si l'on peut se rendre entier de la sorte par le vin, combien plus peut-on se rendre entier par le ciel? Je suggère que l'on trouve dans le Zhuangzi un paradigme, c'est ainsi que je m'exprime, de la subjectivité qui n'est pas le nôtre. Et je le trouve philosophiquement intéressant. Et en quoi consiste-t-il? C'est de dire que le sujet n'est pas d'abord une conscience qui dirige notre existence. Et la subjectivité, c'est d'abord un va-et-vient. C'est un va-et-vient entre l'indistinction ou l'indistinct et puis le distinct. Alors je pense que c'est une très bonne description de ce qui se passe en réalité, parce que nous sommes tout le temps en train, tantôt d'avoir une conscience claire, orientée par une intention ou une volonté, et puis des moments au contraire où cela se dissout, où nous avons besoin de nous dissoudre et de laisser faire les choses en nous, d'une façon indistincte, c'est-à-dire d'une façon que nous ne contrôlons pas, d'une façon que nous n'essayons même pas de nous représenter. Ce sont des choses infiniment simples dont je vous parle, enfin dont parle Zhuangzi. Par exemple, lorsque vous cherchez un mot, que faites-vous? Vous arrêtez un instant de vouloir et vous laissez faire, et puis le mot vient. Alors là déjà vous avez cette circulation entre l'indistinct et le distinct. Et ce type de va-et-vient, pour Zhuangzi, il est au cœur de notre subjectivité, et ce qu'il faut, c'est laisser faire, ou savoir aussi changer de régime. Et là encore, il y a forcément un paradoxe avec cette idée de par exemple, quand il prend de nombreux exemples du mode de vie des artisans, leur apprentissage doit bien être issu d'une action qui va dans un sens donné. Donc, à un moment donné, il faut une volonté ou bien une intention avec un but qui serait suivi et qui ne peut pas se faire sans direction donnée à cette action-là. Enfin, ce n'est qu'un paradoxe de plus. Oui, un paradoxe de plus, effectivement. Ceci étant, il y a à la fois un but, c'est vrai, c'est-à-dire, pour prendre un exemple très connu, le boucher qui découpe son bœuf avec un couteau. La première année, effectivement, il a du mal à couper le bœuf. Et plus les années passent, mieux il coupe le bœuf, mieux il repère les articulations des tendons, des os, des muscles. Et donc, plus sa conscience s'évacue. On trouve cet exemple est tout à fait significatif, c'est-à-dire, il y a un but, assurément, puisqu'on ne peut pas vivre l'existence quotidienne sans organiser sa vie d'une façon ou d'une autre. Et les artisans les plus savants aussi. Donc il y a un but assurément, mais il y a, au fur et à mesure que la connaissance progresse, que l'habileté, l'expérience, la pratique se développent, une dissolution de la conscience. C'est-à-dire que celui qui est le plus savant dans son art
dans sa connaissance de la pratique qu'il a à réaliser, celui-là abolit petit à petit sa conscience. C'est-à-dire qu'il finit par ne plus savoir ce qu'il fait, comme l'archer qui décoche sa flèche sans regarder la cible. Et il y a d'ailleurs un petit apologue, je ne sais plus s'il est chez Zhuangzi ou chez Huainanzi, peut-être même chez les deux, où le comble de l'archer, c'est celui qui vise sans viser le centre de la cible sans flèche. C'est-à-dire que par son esprit, il a atteint le centre de la cible sans les instruments, qui sont si peu de choses. Il y a toujours la question du sujet qui connaît différents états de conscience et qui, par cette intermittence et ces différents régimes de conscience, est comme dissous et n'a plus d'importance en fait. C'est-à-dire que, oui, c'est le soi. Et le moi doit transformer en soi, pour ainsi dire. Le moi suppose la volonté d'agir. Tandis que l'état de soi, je dirais, là où chaque chose se trouve dans son centre. Chaque chose a son centre, dans la multiplicité. Et oufa, c'est-à-dire rencontre avec les choses, métamorphoser en les choses, signifie qu'il y a une indifférenciation entre la chose et le soi-même. J'ai mal à utiliser le terme de sujet-objet, puisque ça sonne immédiatement cette dichotomie. Oui, justement, on a du mal avec des concepts occidentaux à attraper en fait la pensée chinoise. Oui, c'est pour ça c'est très difficile. C'est comme je vous disais tout à l'heure, j'avais commencé à noter dès que j'ai trouvé un parallélisme. Il y a une ère de famille très agréable. Et quand j'avais découvert par bonheur hasard, il y a 30 ans, et en lisant pour la première fois le texte de Wittgenstein, immédiatement j'ai commencé à relire Zhuangzi et les classiques chinois. Et de plus en plus que j'ai été intéressée, je commençais à noter mes pensées et je commençais à trouver le parallélisme. Mais au fil du temps, j'ai commencé à soustraire mes mots parce que précisément en ayant un peu plus conscience sur la langue chinoise et en même temps la langue française, situant dans leur contexte. Et j'avais beaucoup de difficultés de transcrire, traduire les termes utilisés. Et d'où, à la fin, j'ai fait un petit essai en forme poétique. La montagne, c'est la mer. Zhuangzi a besoin d'une dramaturgie. La plupart de ces dialogues sont pas simplement des dialogues de deux personnes qui s'opposent comme celui qui sait, celui qui ignore, ou bien comme deux personnes qui auraient des idées différentes dont ils débattent. Ces dialogues sont des dialogues dramatiques, il se passe des choses. Il y a des gens qui tout d'un coup ne comprennent plus, ou comprennent, ou bien prennent la fuite, ou bien se rendent à l'évidence, ou s'écroulent psychiquement. Il y a une dramaturgie. 劳神明为一而不知其同也，谓之朝三。何谓朝三？曰：居功复虚。曰：朝三而暮四。众居皆怒。曰：然则朝四而暮三。众居皆悦。明是未亏而喜怒未用。以因是以圣人贺之以是非，而修乎天君。是之谓两行。 Ah oui, l'histoire est très simple. C'est un éleveur de singes qui aime beaucoup ses singes et qui est très aimé de ses singes.
Mais un jour, il n'arrive plus, il a énormément, enfin je pense qu'il a vraiment un grand nombre de singes, il a une véritable ménagerie. Et un jour, pour une raison quelconque, il est ruiné, il ne peut plus les nourrir, vraiment. Donc, il leur donnait 4 graines de taro, 4 châtaignes le matin, 4 châtaignes le soir. Et il va les trouver, il leur dit, écoutez, maintenant je peux plus me permettre cela, vous aurez désormais 3 châtaignes le matin et 4 châtaignes le soir. Alors, révolte des singes, ils commencent à secouer leurs barreaux, ils sautent, enfin, en l'air, ils protestent. Alors à ce moment-là, l'éleveur de singes recule et il dit, écoutez, c'est très simple, vous aurez 4 châtaignes le matin et 3 le soir. Et alors à ce moment-là, les singes qui ont remporté une grande victoire se calment et sont ravis. Alors bon, il y a une première leçon qui est la leçon politique, c'est-à-dire que tous les hommes politiques procèdent de cette façon, c'est-à-dire que quand on veut obtenir, disons, une restriction ou imposer une mesure, on va toujours plus loin. C'est-à-dire que, par exemple, moi je suis au CNRS, donc je vois finalement on a voulu imposer des restrictions, on a dit vous aurez 250 postes gelés, il y a eu une protestation des chercheurs qui ont fait comme des singes, et puis après ça on a dit non, finalement on rétablit 250 postes. Ils n'ont rien obtenu de plus que ce qui était prévu, c'est-à-dire un gel total des postes et des crédits, mais ils ont remporté une victoire. Donc il y a toute cet art de la manipulation qui est mis en jeu par Zhuangzi. Ou alors, par exemple, une fois c'était dans le métro, je prends le métro et il y a une rame qui s'avance et il y a une petite affichette avec marqué, il y a une portée musicale et on lit la ligne, je crois que c'était la ligne 3 ou la ligne 4 change de rythme. Et puis, écrit en petit, aux heures d'affluence, il n'y aura plus que 2 métros sur 3. Donc, ce changement de rythme, c'est simplement une suppression. Mais c'est présenté de façon vivante. Et disons qu'on a là, des méthodes de manipulation qui sont des méthodes ordinaires. Mais en fait, derrière tout ça, il y a une réflexion sur les nombres, et c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait la différence entre 3 plus 4 et 4 plus 3? Est-ce que c'est tout à fait pareil? Est-ce que ce ne c'est pas pareil? Et d'une certaine façon, les sages ont un peu raison. C'est-à-dire que d'un certain point de vue, du point de vue de la différence, 3 plus 4 n'est pas pareil que 4 plus 3. Mais du point de vue de l'identité, étant donné que si on fait leur somme, on a exactement le même nombre. Et à partir de là, Zhuangzi va conduire une réflexion qui est assez proche de la réflexion des mathématiciens sur la théorie des ensembles, qui montre qu'on peut obtenir l'infini à partir du néant. C'est-à-dire qu'il suffit de poser un ensemble qui est vide pour immédiatement avoir non pas le vide, mais un objet. J'ai le vide et l'objet vide, qui fait 2. Et à partir du moment où j'ai l'objet et l'objet vide, j'ai 3 objets, puisque j'ai le vide, l'objet vide, et puis j'ai l'ensemble qui contient le vide plus l'objet vide, et ceci à l'infini. C'est-à-dire qu'il suffit finalement de poser le rien pour avoir la totalité. Et c'est un peu ce que montre Zhuangzi, c'est-à-dire qu'en réalité, le vide, le néant, loin d'être infécond, est extrêmement, en quelque sorte, fécond et productif. Et donc c'est à partir justement de ce qui est le vide, de ce non-être, que l'on crée l'être. Ce qui est une façon aussi de dire qu'en réalité, à partir du moment où on est dans le vide de la conscience, loin d'être en quelque sorte un milieu stérile, on devient suprêmement agissant et on peut avoir une influence sur son milieu. Donc il y a toute cette idée de la vacuité de la conscience qui est développée à travers cet exemple des singes.
Quand quelqu'un franchit une rivière dans une barque et que le courant amène une barque vide et la jette contre la sienne, il ne se fâche pas, même s'il est d'un naturel impatient. S'il y a quelqu'un à bord, il le hèlera pour qu'il évite le choc. S'il n'est pas entendu la première fois, ni la deuxième, la troisième, il lui lancera des injures. Dans le premier cas, il ne se fâchera pas puisque l'autre barque est vide. Dans le second, il se fâche parce qu'il y a quelqu'un dedans. Celui qui parcourt le monde en faisant le vide, nul ne peut lui faire de mal. Le Dao n'a pas de commencement ni de la fin. Il n'y a pas de noyau, il n'y a pas de centre, il n'y a pas de fondement ni fondation. Mais c'est le commencement d'où issu la multiplicité des choses. C'est une potentialité absolue des choses. Donc, je dirais que la véritable connaissance chez Zhuangzi réside dans l'ignorance. Wuxi, c'est-à-dire se tenir dans l'oubli. Chuan. Oubliant soi-même, Wang A, on connaît l'inconnu. Donc c'est se métamorphoser dans les choses. Chez Zhuangzi, le monstrueux est le signe même finalement du divin. Ah, vous dites divin. Ah oui, c'est le divin, oui. Le Bon. divin. Alors expliquez-nous, Jean Lévy, qu'est-ce que vous appelez le divin exactement? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui dépasse les capacités humaines et donc qui permet à l'homme d'atteindre une forme de transcendance. Et il y a une transcendance chez Zhuangzi dans la mesure où pour lui il y a une conception du monde et une conception en quelque sorte ontologique. C'est-à-dire qu'il y a une ontologie de Zhuangzi et tout son système philosophique et politique doit s'interpréter dans une ontologie. Et l'ontologie de Zhuangzi, qui est affirmée par le mythe de Cao, c'est que le non-être est supérieur à l'être. Et l'être est une forme de dégradé du non-être. C'est-à-dire que le chaos est l'image en quelque sorte approximative du Wu, du rien, du néant, et ce néant, à partir du moment où il se dégrade, donne de l'être. Et tout être ne peut pas engendrer de l'être, mais seul le néant a une capacité créatrice. Derrière cette sagesse pratique, il y a une leçon qui est une leçon, je dirais, métaphysique. Les chevaux et les buffles ont 4 pattes. Voilà ce que j'appelle le ciel. Mettre un licou au cheval, percer le museau du buffle, voilà ce que j'appelle l'humain. C'est pour cela que je dis, poursuit le Seigneur de la mer du Nord, veille à ce que l'humain ne détruise pas le céleste en toi. Veille à ce que l'intentionnel ne détruise pas le nécessaire. Vous faites également, Jean Lévy, un parallèle avec ce visage qui n'aurait pas d'orifice, avec le visage tel qu'il nous est présenté par Lévinas. Oui, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, en fait, c'est que le visage de Cao, en fait, c'est effectivement le visage avant sa socialisation et avant sa rencontre avec l'autre.
Et alors que Lévinas pense que, disons, le visage humain acquiert, disons, toute sa beauté, sa transcendance dans le contact avec l'autre, et que c'est même la seule figure, je puis dire, de la transcendance, pour Zhuangzi, au contraire, la rencontre avec l'autre, en créant une véritable figure humaine, aboutit à la catastrophe. C'est-à-dire que, tandis que Lévinas accepte, en quelque sorte, la société et l'échange, tel qu'il se produit dans notre monde, Zhuangzi la refuse absolument. C'est-à-dire qu'il est, Zhuangzi est d'une radicalité extrême. C'est le penseur le plus radical de la Chine et peut-être aussi l'un des plus radicaux de la pensée universelle. Parce que ça s'accompagne aussi d'une critique fondamentale de toute vie en société. C'est-à-dire qu'il est pour un retour à l'état sauvage. Il y a des passages sur la beauté de la vie dans les temps primordiaux où les gens ne connaissaient pas finalement les arts de la civilisation. Et en fait, il tente notamment de ridiculiser cette idée que l'homme pourrait améliorer la nature. Ah oui, pour lui, c'est la catastrophe. C'est-à-dire que à partir du moment où on crée, disons, des institutions sociales, un État, et qu'il y a des arts et qu'il y a, disons, une technique, on entre dans un cycle infernal. C'est-à-dire que l'État et la technique détruisent le milieu, et pour, en quelque sorte, pallier cette destruction, on invente des techniques et des formes d'organisation étatique de plus en plus sophistiquées, qui ruinent de plus en plus le milieu et qui nécessitent des moyens et des organisations de plus en plus compliquées. En sorte que l'État crée et la technique crée les conditions de leur propre nécessité. Ils deviennent nécessaires parce qu'ils détruisent. Et en quelque sorte, on est dans un cycle infernal dont on peut sortir. Mais en fait, c'est un peu le monde que nous voyons, puisque à l'heure actuelle, on dit que seul le progrès et la science peuvent réparer les dégâts de la science. Mais ça veut dire aussi que la science nouvelle va créer de nouveaux dégâts et qu'on devra créer de nouveaux moyens techniques pour réparer les dégâts de la technique. Donc là, on a encore une réflexion qui me semble assez prophétique. Alors comment est-ce qu'on pourrait définir, Rémi Mathieu, ce goût de la spontanéité et ce goût pour le non-agir? Alors deux choses. D'une part, la spontanéité. Le mot spontanéité, spontané, parfois traduit dans un charabia sinologique par le de soi-même ou l'ainsi, désigne tout ce qui procède de la nature des êtres, de la nature conférée par le ciel, comme disent les Chinois. C'est-à-dire de ce qui est de l'ordre de la disposition naturelle, et donc qui se manifeste spontanément, en chinois zishan, lorsque l'on agit, lorsque l'on est dans le monde. Et donc cet aspect des choses est profondément respecté par les penseurs taoïstes et par Zhuangzi en particulier, mais pas seulement par les taoïstes, on le trouve aussi chez les confucianistes. Donc ce respect de la nature propre de chaque être issu du ciel, qui fait que chaque être qui respecte cette nature en lui et qui la respecte chez les autres, agit spontanément. Sponte sua, comme le traduit François Julien dans certains de ses ouvrages. Le rapport avec le non-agir, il est immédiat. C'est-à-dire que ce terme a fait florès dans la littérature taoïste. Il traduit un terme chinois qui est wu wei, c'est-à-dire ne pas agir, non-action.
Mais il prête à confusion en Occident parce que on pense qu'il y a là une incitation à ne rien faire, c'est-à-dire à rester assis par terre ou ailleurs en attendant que les choses se passent, que les événements se déroulent d'eux-mêmes. Ça n'est pas totalement faux, mais c'est loin de recouvrir l'ensemble du concept de non-agir. Et donc le non-agir, c'est essentiellement ne pas agir contre la nature des êtres, et non pas s'abstenir d'agir, ce qui est totalement différent. Un exemple qui est souvent donné, et par les auteurs non taoïstes et par les taoïstes, c'est l'exemple de Yu le Grand, un des premiers empereurs de la Chine mythique, un démiurge, disons, qui a façonné le sol et la terre de Chine, et qui a, en quelque sorte, permis aux eaux du déluge de s'écouler. Et les taoïstes indiquent que Yu le Grand a laissé les eaux s'écouler, c'est-à-dire qu'il les a respectées en tant qu'eau, dans la mesure où la nature profonde de l'eau, c'est de s'écouler à la surface des différents sols, voire de s'enfoncer dans les sols, etc., pour se jeter dans la mer. Mais que par contre, d'autres philosophes, les légistes dont nous n'avons pas parlé, qui eux sont partisans des méthodes autoritaires, de la force, de la violence, même pour imposer la loi dans la société, selon ces penseurs, donc, d'autres grands personnages, d'autres sages, ont construit des barrages, c'est-à-dire qu'ils ont été contre la nature de cette eau qui devait s'écouler. Donc ils ont agi. Et Yu le Grand, lui, a non agi, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il a fait malgré tout s'écouler, donc il a eu une action largement positive, puisque effectivement le déluge a fini par s'évacuer de la terre de Chine. Mais il n'a pas été contre la nature, ni de l'eau, ni des sols, ni des hommes, pour arriver à cette fin. Donc on voit bien que cette notion de non-agir a un sens particulier dans la philosophie taoïste, et qu'elle est en fait basée sur un profond respect de cette nature des êtres, profond respect lui-même issu des premiers éléments organisant la pensée chinoise ancienne. Et alors justement, cette idée aussi de tout de même, il fait l'apologie d'une certaine forme de passivité, du non-agir et du non-savoir en quelque sorte. Est-ce que c'est de la passivité? D'une certaine façon, oui et non. C'est-à-dire qu'il vit dans un monde qui est extrêmement politisé. C'est-à-dire que où le politique est absolument proliférant, envahissant. Et donc, il y a chez lui un certain dégoût du politique. Mais en même temps, il y a un intérêt pour tout ce qui est politique, dans la mesure où il a des positions radicales et violentes. Donc, je ne sais pas si le mot passivité est approprié. Mais de toute manière, il oscille à certains moments entre le retrait et en même temps l'action. Formes d'action qui sont à travers ne serait-ce que son livre. S'il était réellement passif, il n'aurait pas pris la peine d'écrire cette espèce de brûlot. Oui, c'est-à-dire avec son goût des paradoxes, il fait toujours ce pas de côté qui laisse très perplexe à la lecture de certaines fables. Ah oui, on a toujours un sentiment de grande perplexité, on ne sait jamais comment les interpréter. Mais c'est je pense que c'est son but, c'est-à-dire qu'il ne veut pas imposer un discours, il veut provoquer une espèce de désarroi chez le lecteur qui le force à réfléchir. Et alors à partir de ce moment-là, disons, sa conscience critique se met en branle et on commence à interpréter ces histoires dans un certain sens. C'est un peu finalement les procédés qui seront développés plus tard par le zen, ou le chan, c'est-à-dire raconter une histoire qui n'a ni queue ni tête, mais qui provoque une sorte
choc intellectuel chez l'interlocuteur et qui ébranle complètement ses habitudes de pensée. On pourrait dire, Jean Lévy, que Chuang Tzu crée du vide en nous. Oui, enfin c'est son but en tous les cas. Et à partir de ce vide, on peut en fait avoir une action. C'est-à-dire que c'est un vide qui est un vide réceptif et dans lequel l'action peut intervenir. Oui, il y a toujours cette absence de jugement, en fait. Voilà, tout à fait. Tout est équivalent, en fait. Voilà, c'est dans ce niveau-là aussi, justement, précisément, qu'il y a une rencontre avec Wittgenstein. C'est que la philosophie de Wittgenstein m'a frappé sur plusieurs niveaux, mais sa philosophie ne repose pas sur le jugement de la valeur. Il questionne, il clarifie, il pose des questions. Il n'y a pas de jugement. C'est dans ce sens-là, c'est très important. Il n'y a pas de vérité, si vous voulez, absolue. Et chez Chuang Tzu, c'est absolument important, ce niveau. Il n'y a pas de vérité, tout est équivalent. Et il n'y a pas de beau, il n'y a pas de laid. Il n'y a pas de méchant et de bonté. Et tout est équivalent. Cette équivalence se retrouve dans tous les niveaux. Il n'y a pas de vérité et non-vérité. C'est vraiment très important et très intéressant. C'est le non-usage, ouillon. C'est-à-dire que c'est aller vers l'autre côté. Je n'ose pas utiliser le terme de l'au-delà parce que ça suppose encore une certaine figure de pensée. Mais par exemple, il y a un exemple très très joli à propos de cette inutilité. En effet, c'est magnifique. Très très jolie phrase. Vraiment, c'est le paragraphe que j'aime le plus, je crois. Il est Régio interrogeait Changzhou. J'ai un grand arbre chez moi qu'on appelle l'Alliante. Alors que cet arbre ne servait à rien, il n'est bon à rien et tout le monde s'accorde à le rejeter. Et Changzhou répond, vous avez un grand arbre et vous vous souciez de son inutilité. Pourquoi ne le plantez-vous pas dans le pays de néant et de l'infini? Ça, c'est magnifique. Précisément, l'inutilité contient la possibilité indéterminée d'usage, d'où la condition de la création selon moi. L'usage permet à la règle d'être inutile. Il y a un problème tout de même qu'on peut se poser, puisque là on parle de Zhuangzi comme d'un personnage totalement désincarné, c'est de savoir qui est-ce. Alors c'est assez intéressant dans la mesure où la question de l'identité de Zhuangzi, de savoir si le livre même qui porte le nom de ce philosophe, parce que on appelle ça le Zhuangzi, c'est-à-dire en fait ce sont les œuvres qui seraient le recueil de tous les écrits divers de Zhuangzi. Alors là il y a des grandes polémiques autour de l'authenticité de l'œuvre, et derrière ces polémiques il y a naturellement en fait toute une querelle de type idéologique, c'est-à-dire que suivant l'orientation idéologique et critique, tel ou tel passage sera déclaré interpolé. Et puis d'autre part, suivant l'orientation, disons, politique, idéologique des savants ou des critiques, même parfois à leur insu, Zhuangzi aura telle ou telle orientation. Et alors, l'œuvre de Zhuangzi a servi non pas à réfléchir sur la philosophie, mais en quelque sorte à déterminer quel était le personnage qui avait écrit ce livre. Alors, on pourrait écrire les 7 ou 8 vies de Zhuangzi.
Et alors, suivant les thèmes que l'on choisit ou que l'on retient, Zhuangzi pourrait être, et ce serait très amusant, on pourrait écrire en quelque sorte un livre qui s'intitulerait Les 10 vies ou les 15 vies de Zhuangzi, et qui serait comme des réincarnations. Alors, Zhuangzi peut très bien être, la seule chose que l'on sait de lui, c'est qu'il a vécu vers 300, qu'il était pauvre, et qu'il a rempli un poste, alors soit, déjà on est dans l'interprétation, parce que soit il aurait été petit fonctionnaire d'une ville, soit il aurait été une sorte de garde champêtre du jardin des arbres à lac. Parce que jardin des arbres à lac, c'est à la fois un endroit, mais ça peut être le nom d'une ville. Donc c'est déjà très différent. Et alors comme personnage, suivant les indications que l'on retient dans son œuvre, il peut être un ancien ritualiste qui s'est dégoûté du rituel et qui est devenu, en quelque sorte, ce qu'il est devenu, c'est-à-dire un anticonfucéen, mais étant donné qu'il y a le thème du brigand qui revient sans arrêt, et aussi de l'amputé, on peut très bien imaginer que Zhuangzi, en fait, a été brigand, qu'il a été amputé des pieds, et que finalement, après avoir vécu une vie hors la loi, il est devenu philosophe, après son amputation. On peut imaginer aussi très bien, parce qu'il y a un autre thème qui revient d'une façon lancinante, c'est le thème de l'invalide, ou du monstre, ou de l'handicapé. C'est-à-dire qu'il y a sans arrêt des goitreux, des bossus, enfin, et ça revient avec une espèce d'obsession presque freudienne. Alors on peut très bien imaginer que c'est quelqu'un qui a souffert d'une infirmité. C'est un infirme. Et puis, alors il y a un autre thème qui revient aussi énormément, c'est les diplomates. Le meilleur ami de Zhuangzi était un certain Rueshi, qui était à la fois un sophiste et un diplomate. Et toute une partie du Zhuangzi traite des rapports diplomatiques et de la façon dont on peut circonvenir un souverain. Qu'est-ce que c'est que la rhétorique ? Ça joue une place très considérable, et de même toute sa réflexion sur le langage implique, disons, des jeux et un intérêt pour la dialectique et pour l'art de la persuasion. Donc on peut très bien imaginer que ce Zhuangzi, qui en fait appartenait à une famille noble, riche, a eu des fonctions importantes de diplomate, qu'il a connu donc ce Rueshi, qui était lui-même un grand homme politique, et qu'au bout d'un certain temps, il a été dégoûté par le balai diplomatique, et qu'il est finalement devenu plus ou moins un dissident. On peut aussi imaginer, si on est toujours à la recherche du personnage réel à travers une œuvre qui est une œuvre fictive, dire que sans doute il était un transsexuel, parce que il y a l'histoire du papillon, et que les chrysalides jouent un grand rôle, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est obsédé par les métamorphoses. Et donc là, on pourrait très bien, d'un point de vue en quelque sorte pseudo-psychanalytique, faire une analyse de ce type. Enfin, tout ça pour dire qu'en réalité, chercher le personnage à travers son œuvre est presque impossible, parce que en réalité, Zhuangzi joue. En fait, il raconte des conversions. C'est-à-dire qu'il raconte toujours comment il a pu avoir une action sur quelqu'un. Mais en réalité, l'action réelle et le lieu même de l'expérience de Zhuangzi, c'est le livre. C'est-à-dire c'est le rapport entre l'écrivain et le lecteur qui est fondamental pour lui. Et c'est à travers ce rapport qu'il a, et cette emprise qu'il a sur son lecteur, qu'il a réellement une action. C'est-à-dire que c'est un homme d'action à travers le verbe, mais le verbe, c'est-à-dire l'écriture. Donc c'est ça que je voulais faire valoir, parce que il y a une perspective assez fausse, c'est maintenant de vouloir trouver la véritable personnalité de Zhuangzi. Alors ce qui compte, c'est vraiment son œuvre. Il est ce qu'est son livre.
C'était Une vie, une œuvre, Chuang Tzu, le geste et la parole, avec Rémi Mathieu, qui a co-orchestré le second tome des philosophes taoïstes dans la Pléiade, Jean Lévy, auteur de Propos intempestifs sur le Chuang Tzu aux éditions Alia, Cyril Javary, qui a publié Le discours de la tortue chez Albin Michel, et Soong Gi Kim, auteur de Montagne, c'est la mer et de Nuages paresseux, publié par La Main courante. Archivina, la voix de Jean-François Billetter, auteur de Leçons sur Chuang Tzu et Études sur Chuang Tzu aux éditions Alia, était extraite de l'émission Les Vivants et les Dieux, diffusée le 29 juin 2002. Lecture, Liu Shan, Georges Claes, prise de son Yves Lehorst et Yann Fressois, mixage Pierre Monteil, la réalisation est signée Dominique Costa, une émission proposée par Lydia Benitzrak. N'as-tu jamais entendu parler de la grenouille qui habitait dans le fond d'un puits et qui dit un jour à la tortue de la mer orientale « Comme je suis heureuse ! Je sors de mon puits pour sauter sur la margelle. J'y retourne pour me reposer là où une brique manque dans la paroi. Quand je plonge dans l'eau, l'eau me prend sous les aisselles et les joues. Quand j'avance dans la vase, elle me recouvre les pattes jusqu'aux chevilles. Et quand je regarde autour de moi ces larves de moustiques, ces crabes et ces têtards, je vois bien qu'aucune de ces bestioles ne connaît un pareil bonheur. Il n'y a rien au-dessus de la joie d'avoir ainsi pour soi toute une étendue d'eau et d'occuper tout un puits. Pourquoi, madame, ne venez-vous pas me voir, vous-même, de temps à autre ?